Bien, nous avons deux options maintenant. Ou bien on les laisse discuter et on met un micro juste derrière pour les écouter. Ou bien, et l'une et l'autre option, est on peut tout à fait leur poser des questions. Vous voyez que nos deux interlocuteurs, merci encore, normalement, j'espère, vous ont mis tout à fait à l'aise pour poser des questions, y compris des questions simples, y compris parce qu'on les aime bien, des questions que vous pourriez trouver bêtes, parce qu'en général, il n'y en a pas vraiment des questions bêtes. Ok, donc à vous de jouer, et j'ai 2-3 questions, bien entendu, à vous poser, auxquelles vous vous dites bien remplir. Gilbert Skorsky, Société Philogène. Pourriez chacun de vous deux nous donner votre plus beau gadin? Est-ce qu'il vous a pris, ce qui vous a le mieux appris? Vas-y, t'as le micro. T'as le micro. Oui, bon, lui, ça va lui prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'il fasse le tri. Mais tiens, il y a un gadin que Vanessa connaît bien, puisque une entreprise que j'avais créée s'appelait Drug Abuse Sciences, où je pensais qu'on pouvait changer la vie des malades, puisque l'addiction, c'est le premier problème de santé publique, alcoolisme et addiction. Donc on a créé une entreprise d'abord en Californie, puis en France, et puis après, bon, on a eu une phase 3, la première phase 3 en alcoolisme, donc les endpoints n'étaient pas parfaitement définis, où le primary endpoint qu'on avait choisi n'est pas sorti. Le endpoint secondaire, qui rétrospectivement on aurait dû mettre en endpoint primaire, lui est sorti. Mais là, ça a fait un gros coup sur l'entreprise. Et on avait un actionnariat un peu difficile, même très difficile. Donc à un moment, je me suis mis en retrait, puisque j'étais chairman. Je me suis dit, c'est peut-être moi le problème face aux actionnaires. Et donc j'ai demandé à Patrick Langlois, qui était quand même l'ancien CFO de Aventis Pharma Monde, de devenir chairman. Et en fait, il a rencontré les mêmes difficultés vis-à-vis de ce groupe d'actionnaires difficiles, notamment un actionnaire hollandais qui lui avait demandé de changer la façon dont le reporting financier de Drug Abuse Sciences était fait. Ça ne lui convenait pas, en demandant ça à Patrick Langlois, ancien CFO d'Aventis. Bon, on a fait des conneries, mais c'est un de mes grands regrets, parce qu'on a vendu les assets à une entreprise belge ensuite qui n'en a rien fait elle-même. Ça, c'est un de mes grands regrets, parce qu'on pouvait changer la vie des malades. On était peut-être un peu en avance de 10 ans, parce que l'addiction n'était pas encore vue comme une maladie, mais plus comme un problème de santé publique. Mais c'est aussi à partir de ça que je me suis dit, dans mes futures entreprises, comme avec Truffle, j'aurai les moyens financiers et que je n'aurai pas à quémander de l'argent aux uns aux autres, je préfère pas avoir à perdre trop de temps avec des actionnaires qui ne s'entendent pas. Donc, et puis Philippe, ça a été formateur, hein, Vanessa. Oui, donc Philippe, là, tu viens de répondre en tant qu'entrepreneur. Ok. Est-ce que la question était sinon, sur une boîte? Dans Truffle, on a fermé une entreprise, Cytomix, qui développait des nouveaux antifongiques, où il s'est avéré que la technologie, que les résultats n'étaient pas probants, que les mécanismes d'action évoqués ne tenaient pas la route. Et on a, au bout de 4 ans, décidé d'arrêter. Mais sinon, pas tellement. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a des difficultés. Par exemple, Symetis. On a démarré Symetis non pas sur le projet de valve actuel, mais sur un projet de tissue engineering. C'était avec 2 chirurgiens zurichois. Est-ce qu'on peut fabriquer des valves à partir de cellules de cordon pour les enfants et les faire pousser sur un moule pour avoir une valve? Donc ça marchait de temps en temps, et la plupart du temps on n'arrivait pas à reproduire le process. Au bout de 9 millions d'euros claqués, on avait le choix entre fermer l'entreprise ou pas. On s'est dit, on a un bon directeur général, on a un bon conseil scientifique, on va totalement changer de projet. Et là, on a lancé un projet de valve stent nouvelle génération qui se révèle très bien marcher. Il y a 2 actionnaires au moment de la transition qui ont dit « Ah non, non, moi, j'y crois pas, ils se sont laissés diluer ». Grosse erreur, parce qu'aujourd'hui, avec cet échec sur le premier projet, l'entreprise est une réussite, et pour Truffle, ce sera un multiple de 4, 5, 6, 7. On ne sait pas encore.
Oui, donc, donc voilà, l'histoire des sociétés n'est jamais linéaire. C'est une des grandes leçons. Moi, mon plus gros échec, c'est mon premier échec. Je vous en ai dit 2 mots à l'instant, je l'ai fait avec Michel. C'était Protéines Performance. Là encore, l'idée, c'était d'être trop en avance sur son temps, mais la deuxième leçon qu'on en a tirée, c'est de s'acharner. Alors quelquefois, on a un vrai projet, la société peut rebondir, mais la plupart du temps, il vaut aimer. Alors les Anglais disent you need to pull the plug early enough, c'est-à-dire lorsqu'une société commence à pas aller très très bien, voire pas bien du tout, que vous arrivez à commencer à vos limites de financement, il ne faut pas essayer de se poser trop de questions, il faut fermer l'entreprise. Bien entendu, tout ça en accord avec le management. Et donc, c'était Protéines Performance. Protéines Performance, on a créé ça en 1990. J'étais encore sur le coup en 98 ou 99, lorsqu'on a séparé la société en deux. On a mis le diagnostic d'un côté, on a mis la thérapeutique de l'autre. On a vendu chacun des parts, une part à une société on a fusionné avec une société à Boston. L'autre, on l'a fusionné avec une société qui était à Montréal. On a essayé de refinancer chacune de ces 2 sociétés avec des investisseurs locaux, etc. Résultat, rien. Donc la leçon, c'était ne pas s'acharner sur des projets qui ont maximum une dynamique qui n'est pas positive. Mais ça, c'était mon plus gros... parce que c'était le premier peut-être, je ne sais pas, mais le plus gros échec. Puisque tu m'as cité, moi j'ai gardé de cette histoire quand même avoir raison trop tôt, entre guillemets, est vraiment un des aspects, des points les plus graves quand on est chercheur. Il faut faire attention. Donc ça me permet d'insister sur dans notre relation, je pense que Philippe va pas me contredire, mais dans notre relation aux scientifiques. Dans notre relation aux scientifiques, c'est une situation qui est assez compliquée. On avait affaire à quelqu'un qui était totalement exceptionnel, Gérard de Vauchel, qui était un visionnaire, mais comme tous les bons scientifiques, un vendeur invétéré de sa science. Bien entendu, tout allait être résolu le lendemain matin, mais pas de problème, tout va être résolu demain matin. Et on l'a cru un peu facilement, en fait. Donc les scientifiques, ça c'est le premier problème qu'on rencontre assez couramment avec les scientifiques, c'est que ce sont des vendeurs extraordinaires de leur science. Enfin, les bons scientifiques. Le deuxième problème qu'on rencontre avec les scientifiques, ça nous est arrivé une autre fois, et la société est allée au tapis aussi. Mais celle-là, je ne vais pas vous la citer, vous allez comprendre pourquoi. C'est quand il y a fraude. Fraude scientifique. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque... on crée l'entreprise autour d'un fondateur scientifique, on met je ne vais pas vous dire ce qui a déjà été dit, hein. On étoffe le management, etc. On passe une première étape, une deuxième étape, et puis d'un coup, on n'arrive pas à refaire un certain nombre de manips. Alors ça nous incite à aller regarder les cahiers de laboratoire. Ça nous incite à aller... Puis là, on se rend compte que sur certains trucs, on a enlevé 2 ou 3 points sur la courbe. Et là, ça pose un vrai problème. D'ailleurs, que l'INSERM s'est empressé d'étouffer, mais parce que c'était un laboratoire de l'INSERM, mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt un autre sujet pour lequel on est parfois un petit peu désarmé. Autre question ? Oui, docteur Jean-Luc Weber, TAM Télésanté, Soft Télémonitoring Service. J'ai créé la télémédecine en 1993. Je suis ingénieur et médecin. Et j'ai arrêté d'entretenir 4 brevets il y a 3 ans, parce que ça n'a servi à rien de déposer ces brevets. Donc vous avez tout à fait raison de souligner quand c'est trop tôt, ce n'est pas la peine. Mais je vous reprends sur la notion de ténacité. Je crois que l'entrepreneur, ou en tous les cas le créateur, lui doit être tenace. Vous, non. Il faut dépluguer quand il faut, mais il faudra le reprendre pour qu'il rebondisse ailleurs. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet-là, l'un comme l'autre ? Alors, je ne crois pas du tout qu'il ne faut pas être tenace. Enfin, nous, on est des entrepreneurs investisseurs. Il faut être très tenace. C'est ce que j'essayais d'expliquer en disant qu'un business plan de 300 pages ne sert à rien. Une entreprise comme ça, c'est un peu, pour ceux qui aiment la voile, c'est La Rochelle au mois de novembre, un voilier de 9 mètres, on part à 2, 3 ou 4 et on se dit on veut arriver à New York en moins de 3 semaines. Donc c'est à peu près ça une entreprise. Il faut avoir un cap, mais on sait très bien que les aléas de météo, de mer, etc., vont faire varier les choses. Il faut avoir un équipage qui tienne la route et faire face aux aléas. Mais ceux qui ne sont pas assez tenaces ou qui n'ont pas assez de temps ou de moyens financiers pour être assez tenaces, le risque est très grand. C'est pour ça que je suis très sceptique sur les fonds dits d'amorçage qui n'ont pas de relais, parce que c'est très dangereux. Quand vous êtes
quand vous avez les moyens d'amorcer une entreprise pendant 3-4 ans avec 2-3 millions d'euros, et qu'après vous êtes dépendant des chers collègues pour refinancer l'entreprise, il y a beaucoup de chers collègues qui considèrent que pour construire de la valeur, il faut déjà détruire celle qui a été construite par les précédents. Et alors là, vous pouvez vous prendre des gamelles avec des term sheets qui vous massacrent, avec des 3X liquidation preference, avec du pay-to-play, enfin des horreurs. Donc nous considérons mieux qu'il vaut mieux miser la création de valeur et la réussite pour tout le monde, parce qu'une entreprise qui progresse et où à chaque étage, tout le monde a le sentiment de réussir, d'abord, ça crée un climat bien meilleur au sein de l'entreprise. Par contre, les entreprises où il y a des coups de bambou financiers en cours de route, parfois ils sont nécessaires, parfois ils sont malvenus, ça fait beaucoup de mal aux entreprises. Mais il faut être tenace. Oui, enfin, c'est toujours un problème de vocabulaire. Bien entendu que quand je disais ça, je prenais le point de vue de l'investisseur. Nous avons des véhicules d'investissement qui ont une durée de vie de 10 ans. Et c'est dans cette perspective de durée de vie de 10 ans, et les FCPI, c'est 8 ans, c'est ça? Enfin, c'est une durée de vie qui est relativement... 10 ans maintenant. C'est dans une durée de vie qui est relativement restreinte par rapport à au temps nécessaire pour développer un produit en sciences de la vie. Donc il y a un moment où il faut savoir... il nous est arrivé également, par exemple, de revendre pour pratiquement rien les brevets d'une entreprise à un fondateur qui repartait avec d'autres. Ça. Et bonne chance à lui. Enfin, mais simplement, notre histoire à nous, on ne lui en veut pas. Et au contraire, c'est peut-être qu'un jour, il réussira. Mais ça nous est arrivé, oui. À vous entendre, vous êtes quand même très interventionniste auprès des organisations, des nouvelles entreprises que vous créez. Oh non, lui, non, pas du tout. Non, interventionniste. Lui, il n'intervient pas du tout. Interventionniste, non. Alors ma question... directif et impliqué, oui. Non, mais alors ma question, est-ce que vous fixez quand même des limites Non, mais je vais répondre très directement. Pour moi, être interventionniste et directif est pour moi un gage du succès. Peut-être qu'on est très prétentieux, mais on est des entrepreneurs. Non, mais je me coupe la parole. Ma remarque n'est pas négative. Au contraire, elle est très positive. On est des entrepreneurs. Et alors, de temps en temps, on a un CIO dont l'ego et la personnalité est bien au-delà de la mienne, enfin, Denis. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Par exemple, Daniel Cohen. Non, mais je vous prends des exemples concrets. Daniel Cohen, on a créé avec lui Farnext il y a 5 ans. Daniel, 93, première carte du génome humain, etc. C'est un homme qui, dans sa carrière scientifique, a été un vrai visionnaire. Donc, je le connaissais quand il était vieil interne à Saint-Louis et moi jeune interne à Saint-Louis. On se connaissait depuis longtemps. Et puis un jour, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on crée une entreprise ? Je lui ai dit « Ok, mais je veux la majorité au capital. » Parce que sinon, là, ça devenait ingérable. Et Daniel je me disais qu'il serait un très bon chairman. J'étais sceptique sur sa capacité d'être PDG. En fait, c'est un très bon PDG, ingérable, mais quand même un très bon PDG. Et avec Daniel Farnext, on est en train de, je pense, changer la façon dont on fait du drug discovery. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais sinon, c'est vrai qu'on aime être impliqué. C'est pour ça que je suis souvent président pendant plusieurs années des entreprises, président non exécutif, et on essaie de recruter des directeurs généraux expérimentés à forte personnalité. Mais les gens qui disent on fait du capital risque en prenant des parts minoritaires parce qu'on a peur de s'exposer trop si l'entreprise va au tapis et on veut pas être interventionniste, c'est pas du capital risque. On peut faire du capital développement dans les entreprises matures, je pense. Je précise oui, je vais répondre parce que j'ai une réponse différente. Même si, alors là, on est vraiment au cœur de la différence entre Philippe et moi. C'est des concepts de business case différents. D'abord parce que Philippe a un passé d'entrepreneur, moi que je n'ai pas. Et donc ma réponse, elle est un tout petit peu différente. La réponse que je vais vous faire, c'est la différence qu'il y a entre la gestion d'une entreprise, le management d'une entreprise et sa direction. Or, je vous rappelle, la direction, ce n'est pas le directeur général. La direction d'une entreprise, c'est son conseil d'administration. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on applique, on s'implique avec toutes les responsabilités que ça implique dans toutes les décisions importantes du conseil d'administration, mais rien que les conseils d'administration. Et que jamais on ne s'implique dans le management des entreprises. Mais les directions
Et les conseils d'administration sont des endroits, ne sont pas des caisses enregistrées, enfin, ce pas des endroits où on prend des décisions à la va-vite. Ce sont parfois des endroits où il y a des débats longs, durs parfois, mais une fois qu'un conseil d'administration a pris une décision, eh bien à ce moment-là, c'est le management qui exécute. Et on fait partie du conseil d'administration, au même titre que d'autres investisseurs qui peuvent être autour de la table. Le management, qui la plupart du temps est représenté par une ou deux personnes, et puis surtout, et ça c'est en commun avec Philippe, des gens qui vont venir, mais en commun avec tout le monde, qui vont venir apporter une expérience opérationnelle très forte du monde de l'entreprise. On est d'accord. Ma question initiale, c'était est-ce que vous vous posez des limites à un moment déterminé au-delà de l'organisation que vous venez de décrire? Et la deuxième question que j'ai en filigrane, c'est de dire, à vous entendre, est-ce que finalement, vous ne seriez pas les premiers interlocuteurs pour créer une nouvelle entreprise? C'est-à-dire démarrer avec un projet, venir vous voir et bâtir l'entreprise avec vous. Mais juste avant de répondre à cette question, j'aimerais bien quand même que nos deux amis de Kurma et d'Auriga également puissent répondre aux questions parce qu'ils ont certainement des commentaires à faire. Oui, les limites, le but, ça ne doit pas être de faire du micro-management. Et en fait, on ne dit pas des choses très différentes. Si on fait du micro-management, c'est qu'il y a un déficit de management. S'il y a un déficit de management, il faut changer le directeur général. Alors, il peut se trouver qu'il y a des périodes de crise où on ne trouve pas un directeur général nouveau suffisamment vite. Donc, pour une entreprise Terradiag, j'ai pris le poste de PDG pendant 18 mois avec un directeur général adjoint. D'ailleurs, mes co-investisseurs ont bien tort de me confier le manche. Mais ça, et comme ils avaient peur de le prendre, tant pis pour eux. Donc ça, c'est les limites. Et comme on vous le disait tout à l'heure, bien sûr, le stade de création, moi, je ne veux pas voir des business plans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des chercheurs, des cliniciens, de lire des demandes de brevets, de voir qu'il y a un besoin quelque part, on peut se dire, tiens, on peut peut-être créer une entreprise. Et en cela, c'est intéressant, la chimie verte, dont Denis a aussi parlé. On a fait 2 entreprises, Deinov, qui est un nouveau procédé bactérien de production de biocarburants et de chimie verte. Comme c'est un secteur industriellement très large, mais très neuf pour la technologie de pointe par rapport à ce qu'est la santé humaine aujourd'hui, c'est un peu la pharmacie dans les années 80, on peut construire des sociétés avec de la propriété intellectuelle très large pour s'adresser à des besoins non couverts énergétiques notamment très larges, en se disant on va y aller et on va avoir un portefeuille de procédés, de brevets. Ça, c'est très excitant en fait. C'est ça ce qui est passionnant, c'est de se dire, quand on met le paquet avec des gens brillants au point de vue science, technologie, etc., et avec un bon management, on peut avoir une chance, ça ne marche pas à tous les coups, d'avoir une très belle entreprise. Nous, on a la même approche. On est systématiquement au conseil d'administration, on s'implique beaucoup. Quand on est sur des projets de tech transfert, on va souvent même être 2 membres au conseil d'administration, donc sur des petits conseils d'administration, et très souvent avec la position de chairman au début. Peut-être peut avoir une proposition qui réconcilie les 2 positions, c'est-à-dire que nous, même au sein de Kurma, on est 3 associés avec des parcours très différents. Et en fait, on n'a pas une manière d'être à un conseil d'administration. Ce qu'on apporte, c'est la valeur ajoutée qu'on peut y apporter, et elle dépend quand même énormément du parcours qu'on a eu. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir une approche peut-être qui s'approche de celle de Philippe. Ayant eu un parcours opérationnel, je vais être assez opérationnel dans la manière dont je vais travailler avec le management. Donc, Philippe disait qu'il va revoir des brevets. Moi, il y a 15 jours, j'ai revu un plan d'analyse stat. Donc, oui, ça déborde d'une certaine manière du conseil d'administration pur. Mais en même temps, quand la vie de l'entreprise dépend du plan d'analyse stat, de son étude de phase 3, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de plus important dans les 6 mois à venir pour une entreprise donnée. Donc, on va s'impliquer quand c'est essentiel pour la vie de l'entreprise et quand surtout on peut y apporter de la valeur ajoutée
Et donc, il n'y a pas une réponse unique sur la manière de se comporter dans un conseil d'administration. J'aimerais bien comprendre un petit peu plus derrière cette question à quoi vous pensiez en termes de limites. Vous voyez, parce que souvent, on entend souvent, très souvent dire, vous le savez bien, les créateurs, les scientifiques, oui, on cherche à nous diluer, oui, on cherche à prendre avoir plus de 51%, de se retrouver dilué. Comme ça, ce sont les investisseurs qui prennent le lead, ils font de nous ce qu'ils veulent, etc. etc. J'aimerais bien quand même qu'on discute de ce point-là, parce que souvent, moi, quand j'essaye d'expliquer votre métier, je suis obligé d'expliquer que la dilution vaut mieux être diluée et 5% de 500 millions que 95 de 150 000 euros. Vous voulez un peu comme... Oui, je pense qu'on est tous sur la même idée. L'idée, c'est que l'entrepreneur choisit ses investisseurs aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire qu'un entrepreneur qui crée son projet, c'est le seul maître à bord. Après, il va voir des partenaires. Il peut décider de ne pas aller voir le capital risque, par exemple, parce qu'il n'aime pas. Ou il peut décider d'aller voir le capital risque et dans ce capital risque, faire un choix sur les philosophies de chacun. Je veux dire, on a tous une nature, on a tous un passé, comme le disait Vanessa, on a tous une façon d'appréhender. Certaines sont intrusives, mais solides. D'autres sont moins intrusives, mais plus, je dirais, s'appuient plus sur les compétences de l'environnement et de l'écosystème. C'est des natures d'investissement. Donc, à chaque fois, quand un entrepreneur est potentiellement gêné par quelque chose de ce type-là, la réponse, c'est de dire, allez voir les entrepreneurs qu'on a soutenus, discutez avec eux, et faites-vous une idée, parce que l'entrepreneur doit être autonome, il doit faire son choix. C'est pas j'ai un projet et puis j'espère que je vais être aidé. On n'est plus dans la notion de subvention, on est vraiment dans une dimension active du projet. Donc on est en train de construire quelque chose. Effectivement, parfois il y a de la dilution, souvent, mais un projet qui réussit, nous on a quelques projets où les fondateurs sont très contents. D'ailleurs, reviennent nous voir souvent. Je peux ? Ah oui, le micro est là. Donc on va peut-être changer juste un tout petit peu de sujet, quoique Philippe, je voulais te demander quand même de présenter un peu le concept de holding incubatrice, qui est donc une approche un peu entrepreneuriale. Michel pourra aussi le présenter parce qu'il a accepté oui. d'être président d'une holding, mais en 2010, de 2007 à 2010, il y avait des incitations de réduction ISF, avec une loi qui évoluait pas mal. Donc l'été 2009, on a passé un peu de temps à créer une structure très originale qui collait à la loi de l'époque, qui permettait, aux souscripteurs de bénéficier d'une réduction ISF maximum, 2, de faire notre métier qui était de la création d'entreprises tout en mutualisant les risques, et 3, d'avoir une structure qui pouvait faire gagner de l'argent aux souscripteurs. Et donc c'est ces 40 millions qu'on a levés en 2 mois, en 2010, qui nous permettent de faire de l'amorçage très en amont, hein, tu peux en témoigner. Et sur les projets qui fonctionnent, et il y en a pas mal qui fonctionnent, d'utiliser ensuite nos FCPI ou FCPR avec des règles bien définies pour les relais de financement. Et si, je vais vous donner une petite anecdote amusante. Donc, on a levé ces 40 millions. J'ai envoyé un email de 10 lignes à Stanford, Yale, Princeton, MIT, CNRS, INSERM et puis 2 autres en disant voilà qui on est. On a 40 millions. On souhaite vous proposer, sous contrat de confidentialité, de lire toutes vos demandes de brevets non publiées et ensuite de vous dire ce qui nous intéresse, etc. Donc MIT a répondu en 12 minutes, Yale 24 heures, Stanford 3 jours, le CNRS assez vite. Et l'autre organisme que je ne reciterai pas une deuxième fois en France m'a pas répondu. J'ai renvoyé un mail au bout de 3 semaines. Ah, c'est compliqué ce que tu demandes. Au bout de 2 mois, tu t'imagines quand même pas qu'on va mettre toute la propriété intellectuelle de l'INSERM sur un ordinateur pour que tu nous pilles nos brevets. Ah oui, zut. Ah zut, c'est ça le jet lag. Bon, et donc on a créé comme ça
12 entreprises, dont 5 avec le CNRS. Hein, donc, nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir des partenaires académiques réactifs. Les gens qui ne peuvent pas réagir, tant pis. Donc là, deux remarques à ce, de ce que Philippe vient de dire. D'abord, tu aurais pu me prévenir que tu avais amené ton fan club. Donc, parce que moi, j'aurais amené mes pom-pom girls. D'accord. Attends, j'en ai une pour toi aussi. Mais tes pom-pom girls ont 55 ans, mon pauvre ami, aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es venu chez moi, toi. Mais c'est pour ça que tu te rends pas compte. Regarde Vanessa, on a vieilli. Mais donc, vous avez compris. Donc, ce problème de holding incubatrice, c'est un concept, c'est objectivement un concept intéressant, mais qui repose sur une incitation fiscale qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, dans ce que vient de dire Philippe, c'est les notions de conflit d'intérêts, il faut qu'ils soient gérés. Donc nous, on a fait un choix radicalement différent. C'est là une grosse différence qui existe entre Truffle et Sofinova, qui est le choix, nous, du fonds à l'anglo-saxonne. On va chercher de l'argent auprès des grands institutionnels. Tu n'as pas un fonds à l'anglo-saxonne. Sequoia Capital, que j'ai eu la chance d'avoir comme actionnaire dans ma première entreprise. Sequoia, c'est Google, Yahoo, Cisco, etc. Avait un premier fonds pour faire le early stage, et après pouvaient parfaitement mettre, ce qu'ils ont fait dans ma première entreprise, leur growth fund dans la même entreprise. Donc, c'est ce que tu décris, c'est un système plus européen d'ailleurs, mais c'est pas du tout anglo-saxon, et beaucoup de sociétés de gestion américaines ont justement en interne leur relais financier interne pour les mêmes entreprises. Et ça, c'est très important, parce que quand on dépend trop de l'extérieur, ça crée souvent des situations, pas toujours, dommageables pour la croissance de l'entreprise. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord avec ça. Nous, on a fait le choix donc d'intégrer en fait cette poche de seed. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 3% du fonds qui sont dédiés au seed, et on le fait. Alors, on en parle beaucoup maintenant de l'amorçage, mais nous, on le fait depuis 2000. Le premier fonds qu'on a financé, qu'on a monté comme ça, c'était en 2005. Donc ça fait maintenant 8 ans qu'on fait ça. On fait de l'amorçage à l'intérieur du fonds, et ensuite, quand l'amorçage est positif, on prend le relais, le fonds en général prend le relais. Un fonds non, c'est même 2004, donc c'est depuis Sofinia Capital 4, donc c'est depuis début des années 2000, et on a fait une statistique, je suis désolé, on a regardé, une société sur deux meurt à l'intérieur de cette poche d'amorçage, ne voit jamais vraiment le jour, parce qu'on a pris des risques importants. Donc, Erwan Lauré, de pharmacie. Oui, vous avez soulevé tout à l'heure le problème de la fraude chez les chercheurs. Mais je suis désolé de vous dire aussi, parfois la fraude aussi, elle est dans le milieu des investisseurs. Alors ça ne vous concerne pas du tout, mais nous, les labos pas excellents, d'ailleurs je rebondis juste sur l'histoire d'excellence. Quand vous avez parlé de Marseille en excellence, vous avez cité l'IHU dirigé par Didier Raoult, qui n'a dans toute sa carrière fait que 2 publications dans JBC. Moi, j'en suis à ma 15e publication. Juste, comment l'excellent... Même 743 publications. Ah mais oui, quand on est 100 personnes à travailler pour lui, c'est clair. Tout à fait. Non, mais je referme juste la parenthèse sur le côté très subtil de l'excellence. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, parfois, donc nous, labo pas excellent, nous n'avons pas affaire à vous, bien sûr. Et donc, nous avons des gens, des investisseurs qui viennent nous dire, nous avons 1 million, 2 millions d'euros. Alors, vous lancez des essais cliniques, parfois, où vous espérez avoir des essais cliniques, et puis à la fin, vous voyez qu'il n'y a rien du tout qui se passe, parce que ces soi-disant excellents, en fait, c'est des baudruches, c'est des gens qui on a fait confiance et qui se retrouvent sans financement. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que on peut avoir d'excellents projets qui vont même en clinique. L'agence du médicament dit ça vaut le coup d'autoriser, et pourtant être dans des situations, je vous l'assure, très difficiles au niveau financier. Oui, mais c'est aussi à vous de vous secouer. Et je crois que c'est ce que je fais aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas accès au financement, etc., mais qui aussi ne font pas l'effort de téléphoner, d'envoyer un email, de rappeler, de rencontrer, d'essayer de convaincre. C'est un long processus. Oui, je crois qu'il y a aussi autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'on est tous dans le même cas. On a beaucoup de projets qui viennent nous voir.
Ceux qui sont sélectionnés sont ceux qui se discriminent et qui savent d'une certaine façon nous accrocher, non pas sur l'agressivité forcément, quoique des fois ça peut marcher, mais parfois il y a un jeu de séduction, et ça aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est être capable d'aller voir un investisseur et lui dire, regardez, mon projet, il est quand même meilleur que ce que vous pouvez voir, voilà, pas meilleur que tel ou tel, mais meilleur au-dessus de la pile, et vous devriez le regarder, etc. Et c'est comme ça qu'on est amené à faire des projets qu'on n'avait pas envisagé de faire forcément au départ, parce qu'on n'est pas toujours précurseur ou proactif dans la création des projets. Il y a aussi des gens qui viennent nous voir et qui nous surprennent. Donc ça, c'est le travail de l'entrepreneur, je dirais. Et nous, on a la même chose quand on fait des levées de fonds, hein. On doit, dans un environnement qui est concurrentiel, démontrer qu'on est meilleur que les autres. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. L'argent ne vient pas tout seul, ça c'est sûr. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question, parce que beaucoup se demandent, vous recevez des propositions d'investissement, enfin de l'information. Vous pouvez, chacun d'entre vous, nous dire combien vous en recevez globalement par année, pour que nous ayons tous cette idée, et puis dire quel est le pourcentage sur lequel vous tiltez, si vous me permettez. Sur Euroguerre, on avait une approche qui est hybride, hein. On faisait NTIC et sciences de la vie au sens large. Donc, on avait de l'ordre de 800 dossiers par an. Maintenant, si on focus sur la bio, on va dire que c'est 2 tiers, 1 tiers, grosso modo. Et donc 2 tiers de projets NTIC qui nous arrivent par an et 1 tiers de projets sciences de la vie. Et sur ces projets en sciences de la vie, on faisait entre 0 et 2 projets par an. Donc sur le nouveau fonds qui vient de se closer, je ne peux pas vous donner les statistiques, encore que au début, en tout cas au stade où j'en suis maintenant, je vois en moyenne 1 dossier par jour. Donc c'est-à-dire que chaque semaine, j'ai 5 nouveaux dossiers sur la pile, et donc il faut discriminer. Donc après, ça donne une idée un peu du taux de sélection qu'on a, qui est à mon avis un gage de qualité. Alors on peut faire des erreurs, comme toujours. Quand on a le moyen de discriminer, de mettre en perspective, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est un peu comme dans l'édition. Le nombre de romans publiés qui arrivent par la poste de manière anonyme à l'éditeur ne doit pas être très élevé. Donc il faut effectivement savoir se discriminer. Donc dire qu'on reçoit des centaines de dossiers par an, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Mais et puis parfois, quand on n'arrive pas à rentrer par la porte de devant, il faut rentrer par la fenêtre de la cuisine. C'est comme ça que ça marche. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Donc le chiffre, il y a un chiffre, oui, on reçoit un certain nombre de dossiers, mais on reçoit à peu près 800 dossiers par an. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement aller dans le sens de Philippe, c'est qu'en général, ce n'est pas les dossiers qui nous arrivent qui nous intéressent, c'est parce qu'il y a eu un moment ou un autre une relation entre un entrepreneur et un VC. L'exemple que j'aime bien donner dans ces cas-là, c'est les 2 exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, 10 000 patients soignés pour l'hypertension pulmonaire sur Actelion. Actelion, j'ai un jour rencontré Jean-Paul Clausel dans un cocktail. Et il était responsable de la cardio chez Roche. Et il avait, pour lui, il était en charge du suivi de Genentech, de tout ce qui se passait chez Genentech. Et il me dit, mais Roche vient de décider d'acheter Boehringer Ingelheim et on sait qu'on a une entreprise en face de nous dans laquelle il y a une équipe concurrente. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et de là est arrivé et on a discuté. Et pendant 1 an, on a discuté le soir en dehors des heures de bureau, et puis c'est devenu Actelion. Corvalve, c'est la rencontre entre Antoine Papiernik, l'un de mes partenaires, et Jacques Séguin, qui était un cardiologiste interventionnel. Non, un chirurgien cardiaque, pardon. Un chirurgien cardiaque de l'hôpital à Créteil. C'est quoi le... C'était d'Henri Mondor. D'Henri Mondor. Et ils se sont... Et il n'y avait pas... Je reviens sur ce qui a été dit. Il n'y avait pas de business plan, il n'y avait rien. Il y a juste une idée. Dans le 2e cas, il y avait quelques souris qui avaient été manipulées pour voir si le concept valait la peine. Donc, c'est le nombre de dossiers qui nous parviennent n'est pas un facteur déterminant. On ne fait pas un tri pour essayer de trouver le meilleur. En général, c'est une relation humaine qui se crée à un moment ou à un autre. Un jour, j'ai voulu vendre mon portefeuille, je veux dire, au patron de business development d'un groupe pharmaceutique italien dont le nom m'échappe.
Donc je vais le voir, je fais mon boulot, hein, je prends mon portefeuille, je dis t'as vu, j'ai investi dans telle boîte, j'ai investi dans telle boîte, pourquoi tu ferais pas un deal avec ces sociétés-là? On n'arrête pas de faire ce genre de choses. Il me dit c'est bien, c'est bien. Et puis à la fin de la discussion, il me dit j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Puis on part à côté, puis il me dit voilà, je vais peut-être quitter le groupe 1 parce que j'ai envie de créer ma boîte, j'ai financé sur ma fonds propre et puis ça a donné naissance à Nicox. C'est comme ça qu'est né Nicox. C'est pas un dossier qu'on a reçu. Oui, moi Martine Pilot, Biocell Challenge, dans le start-up dans le domaine du transport des anticorps thérapeutiques. Question très pragmatique, comment on vous approche? Plutôt directement via une société mandataire Il y a un site web, hein. Il y a un site web, il y a des adresses email, il y a des gens qui nous connaissent, voilà. Est-ce que vous nous conseillez plutôt de nous faire accompagner? Est-ce que pour vous ça fait pas vraiment de différence? Est-ce que c'est juste un... Alors dans le bureau de Denis, soyez accompagnés. Ils me font honte. Non, vraiment, ils me font honte. Je ne les sortirai plus jamais. Vous le savez, j'ai pris quand même un engagement vis-à-vis de vous, c'est de faire en sorte que vous puissiez, vous, entrepreneurs, trouver des fonds avec la meilleure chance possible. C'est la raison pour laquelle j'ai fait venir mes amis ici. De telle manière, mes amis dans les affaires, c'est un peu louche, hein, mais de telle manière à ce que si un jour nous détectons un projet qui a de la valeur, on puisse leur envoyer un executive summary de qualité de telle manière et qu'ils se disent oui, il y a eu un filtre de fait, il y a eu du pré-travail et on va se faire une opinion, on va rencontrer les porteurs et à partir de ça. La notion est de ne pas faire perdre de temps, pour moi. Bon, mais, des petites choses importantes comme votre temps est limité, son temps est forcément limité. Durant soit la conversation téléphonique, soit la rencontre que vous aurez, focalisez-vous sur les choses très importantes. La science, le besoin, la propriété intellectuelle. Les gens, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez confirmer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... quand je vois quelqu'un qui me dit « It is going to restate the immune system », je le mets dehors rapidement. Par contre, si c'est quelqu'un qui sait scientifiquement mettre en avant son procédé, etc., et en montrer les limites, ce qu'il ne sait pas, ça a beaucoup plus de valeur, c'est beaucoup plus attractif. Autrement dit, la crédibilité et passer le temps sur les choses importantes du projet. Jacques Hibert, Eurobiomed. Donc, dans votre approche, il y a une partie scientifique, une partie dossier et une partie humaine. Donc, il faut essayer d'évaluer le futur chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes planté souvent? Alors, ce n'est pas seulement le futur chef d'entreprise, hein. D'ailleurs, un scientifique n'a pas forcément une vocation à être, lui, le chef d'entreprise. Bien sûr, on évalue ça. Se planter souvent, mais oui, c'est comme quand on recrute quelqu'un. Moi, je rêve toujours de pouvoir mettre les gens à l'essai 15 jours, parce que leur façon de marcher dans le couloir ou d'être à une réunion l'après-midi, au bout de 15 jours, on se dit, tiens, on s'est planté. Mais ça arrive, oui. C'est incontestablement la partie la plus difficile de notre métier. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas le chef d'entreprise qui est important, ce sont les entrepreneurs qui sont les porteurs de projets. Souvent, ce sont les scientifiques. Il faut d'abord commencer par comprendre où est la, je dirais, où se positionne la personne qui est en face de nous. C'est ce qu'il va vouloir tout faire. C'est les fameuses différences qu'il y a entre le chef d'orchestre et l'homme orchestre, etc. Donc ça, c'est des images un peu traditionnelles maintenant. Mais et puis, moi, je dis toujours, il faut que je tombe amoureux pour faire un deal. Et d'ailleurs, le pacte d'actionnaires, c'est un contrat de mariage. Hein, faut pas, voilà, point. Donc, il m'est arrivé d'être sûr de faire un investissement, ou quasi sûr de faire un investissement dès le premier coup de fil. Oui, ça m'est arrivé. Bien. Je continue. Il y a aussi une autre dimension qu'il faut considérer, c'est que ces projets-là sont des projets compliqués. Et souvent, j'ai beaucoup de doutes quand une personne arrive en disant « je suis capable de mener le projet tout seul ». Donc c'est pour ça que souvent on considère l'aspect équipe aussi beaucoup.
Il peut y avoir des points de faiblesse, mais voir un peu 2, 3 personnes déjà qui créent un cœur important pour la société, interagir entre eux, les complémentarités dans l'expérience, dans même les natures humaines, certaines qui résistent mieux à la pression, d'autres qui sont beaucoup plus analytiques, beaucoup d'autres. C'est des dimensions importantes aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive tout seul, on a plus de difficultés. On peut apprécier la personne et après dire on va l'accompagner, mais après il faut que la greffe prenne, etc. etc. Donc une équipe qui arrive avec des personnes complémentaires, qui se connaissent bien, qui sont solides, c'est pas mal. C'est pas toujours le cas, mais c'est pas mal. Donc la notion d'équipe aussi. Ok, merci. Éventuellement, oui, il y a une question ? Oui, j'avais une petite question bête parce que je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de question bête. Donc j'aimerais revenir sur le cycle de Gartner et j'aurais voulu avoir votre avis à chacun d'entre vous, savoir où est-ce que vous placeriez le domaine des maladies rares. Le politique. Je pense qu'il y a un petit phénomène de mode. On le voit. On a vu des... regardez les valorisations de Sarepta et de Prosenza. Ça fait des courbes up and down, up and down. Elles ont repris 20% hier. Elles avaient perdu chacune 80% de leur valeur. 80% de leur valeur en 48 heures il y a 3 mois. Pour des sociétés qui étaient valorisées respectivement à 1,3 milliard et 1,7 milliard. Alors c'est des cas extrêmes, mais en toute transparence, il y a probablement un phénomène de mode. Après, dans tout phénomène de mode, il y a des personnes qui vont tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont rentrés dans ce domaine-là avec déjà une base solide, un réseau, une différenciation, une avance dans le temps, et on espère être de cela. Il ne faut pas confondre valeur perçue et valeur réelle. À valeur perçue, des groupes de maladies rares où la thérapie cellulaire peut avoir une valeur perçue plus ou moins élevée. À la fin des fins, c'est est-ce que vous avez un médicament qui fait une différence pour les malades dans l'efficacité, qui a un rapport bénéfice-risque qui marche, qui est produit de manière à passer les barrières CMC réglementaires et pour lesquelles il y a un marché. Donc ce n'est pas des groupes de... ça chaque dossier s'analyse cas par cas. Il n'y a pas des groupes. Oui, mais enfin, il y a quand même des grandes évolutions. Donc, le business model qui prévalait il y a encore, je dirais, quelques années de ce qu'on appelle le breakthrough et le milliard de dollars minimum a pris un coup dans l'aile à cause de la réglementation croissante des agences, que ce soit la FDA ou les MIA. Donc là, il y a un certain nombre de gens qui se sont détournés. Et qu'est-ce qui a donné cet engouement pour les maladies rares de manière générale? C'est 3 ou 4 gros mouvements. Vanessa en parlait tout à l'heure avec GSK qui crée sa division maladies rares. L'autre gros mouvement, c'est Sanofi qui rachète Genzyme. Et là, il y a un certain nombre d'investisseurs qui se sont dit, mais alors si les grands groupes y vont, c'est qu'il y a de la valeur. Et on a vu des valorisations. On a vu Prosensa qui s'est introduit en bourse alors qu'il n'adressait que 5% de la... comment ça s'appelle Non, c'est pas Duchenne de Prosensa. C'est peut-être de la maladie du chêne. Donc, mais ils adressaient 5% de la maladie du chêne. Ils se retrouvent avec $800 millions de valorisation quelques jours après leur IPO. Et ils ont perdu 90% à la fin de la phase 3. Donc, il faut faire très attention. Moi, je crois que je ne pourrais pas répondre à cette question pour l'instant. Je suis un tout petit peu dubitatif sur le long terme quand même, un peu comme toi. Il y a probablement un effet de mode parce que moi, le problème que j'ai, c'est pas de savoir si ça a un effet clinique rendu, c'est pas savoir si c'était la bonne science. Moi, mon problème, c'est le coût. Moi, je vois des sociétés qui ne peuvent devenir des investissements intéressants que si le prix de traitement par malade avoisine $1 million. Il y a un moment où il va falloir que les sociétés se réveillent. Et pourquoi pas? Alors aujourd'hui, certes, mais est-ce que ça peut durer 10 ou 15 ans? Est-ce que c'est une tendance lourde et de fond? Je ne sais pas. Et pour compléter la question sur la courbe de Gartner, par rapport aux thérapies cellulaires, c'était ça, oui? Où est-ce que vous localisez thérapie cellulaire? Bon, ça fait 25 ans que le rêve de la thérapie cellulaire qui fera tout perdure. Il faut faire attention à tout ce qui est dit. Il y a certainement des domaines où il est plus facile de faire de la thérapie cellulaire que d'autres.
Le diabète, ça fait 25 ans qu'on essaye de contrôler les îlots de Langerhans et il y a des résultats anecdotiques, c'est pas facile. La peau, c'est plus facile. Donc il faut faire très attention dans ces domaines tant qu'on n'aura pas une parfaite connaissance de ce qui se passe dans les 90 jours d'embryogenèse chez l'homme et 30 jours chez la souris, et de relations entre la crête neurale et les tissus qui donneront lieu aux reins, avec à chaque seconde des échanges de cytokines complexes. Ça ne sera pas facile d'espérer faire de la thérapie cellulaire in vivo. Donc je suis un peu sceptique et j'ai vu qu'il y avait un projet gouvernemental qui pourrait s'axer sur de la thérapie cellulaire porté par certains entrepreneurs. Attention, attention, attention. Alors, pour agir un peu en contradiction avec ce qui est dit, moi, les courbes de Gardner, etc., c'est un truc qui rassure tout le monde, un truc d'ingénieur. On va dire, il y a une classification, on est là, donc allons-y tous, et puis on va tous faire pareil, et or, on travaille dans l'innovation, je pense la rupture. Effectivement, l'objectif à terme, c'est le marché et l'ère sur laquelle... Est-ce qu'on apporte quelque chose au marché? Est-ce qu'on est une rupture? Est-ce qu'il y a de la bonne technologie derrière, une bonne défense d'IP, enfin, etc., les grands classiques. Le positionnement sur la courbe de Gardner, je ne m'y intéresse pas. Alors maintenant, pour revenir à la thérapie cellulaire quand même, mon sentiment, c'est qu'il y a eu je dirais, des premiers pas balbutiants, et il y a, je dirais, 2 voire 3 types de thérapie cellulaire quand même. Il y a notamment un gros pan qui est la thérapie cellulaire à partir de cellules différenciées. Donc on prend des cellules qui travaillent, des cellules, des lymphocytes, des cellules cardiaques, je ne sais pas, des cellules qui travaillent déjà dans ce sens-là, et on les réutilise pour assurer la fonction qu'elles font naturellement. Alors ça peut être de l'autologue, etc. Donc il y a une problématique industrielle, production qui se pose, mais les cellules, on leur demande de faire ce qu'elles savent faire, donc ça peut être intéressant. Après, il y a l'approche cellule souche. La cellule souche, c'est autre chose, parce qu'on reprogramme quelque chose, alors on commence à faire, pour l'instant, un peu de bidouille. Je ne suis pas certain que la cellule soit la clé, c'est peut-être le cocktail qu'on met autour, donc on revient à une problématique plutôt de chimie, et non pas de cœur thérapeutique qui est associé à la cellule. Et puis enfin, il y a tout ce qui est utilisé pour les cellules. Alors on peut dire que c'est la thérapie cellulaire ou pas, je ne pense pas, mais beaucoup de gens parlent des cellules souches inductibles. Je ne suis pas certain qu'on soit encore très près d'une application thérapeutique. En tout cas, il y a une application dans le développement des médicaments. Voilà. Donc on est en train de mûrir, clair. Non, mais l'évolution de la société, comment il s'appelle, qui vend Provenge là, aux États-Unis, Dendréon. L'évolution de Dendréon est assez intéressante parce qu'elle est partie en même temps qu'IDM ici à Paris, que nous avions financé sur les monocytes et la transformation des monocytes en macrophages, et ensuite pour thérapie autologue, thérapie cellulaire autologue. Ils ont passé avec succès toutes les contraintes scientifiques, cliniques, puis réglementaires. Et puis là, aujourd'hui, pour vendre un produit de thérapie cellulaire autologue, pour s'intégrer dans le processus de thérapeutique, enfin dans les plans thérapeutiques, en dehors de certains hôpitaux. Voilà quoi. Donc oui, je suis assez d'accord. Moi, je reste encore assez prudent sur la thérapie cellulaire. Alors, juste un petit mot, par exemple sur Dendreon. Si on regarde l'histoire des Amgen, des Genentech, etc., eux, ils maîtrisaient l'outil industriel quand même. Et Dendreon, je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est de partir à l'inverse. Il n'y avait pas de solution manufacturing, enfin scalable, entre guillemets, pour adresser un marché. Et je pense que c'était un point faible du maillon, alors que ça aurait dû être un point fort. Mais il y a quand même des projets de thérapie cellulaire où le procédé industriel est solide. Et donc là, il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Pour revenir sur Dendreon, parce que moi, c'est un projet que je connais bien, il y avait un problème de bénéfice clinique. Hein. Voilà. Donc, on en revient toujours à la même histoire. Voilà. Ouais. Et $98 000 de cours de traitement. Oui, mais pour un bénéfice clinique pas reconnu. Nous avons commencé avec de grands sourires, etc. On termine de manière excessivement sérieuse, non pas en excès, mais très sérieux. Je pense que nous allons arrêter là notre débat. Certains doivent nous quitter très rapidement. Malheureusement, vous ne pourrez pas leur sauter dessus, leur tomber dessus. Par contre, 1 ou 2 ou 3 autres vont avoir un petit peu de temps pour prendre le thé avec nous. OK ? Donc, merci beaucoup. Merci vraiment, Philippe. Merci, Denis. Merci, Vanessa. Et merci, Franck.